Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous survivez aux tarifs de Trump. Moi ça va super, je me la coule douce à Buenos Aires en Argentine. Et entre deux cocktails, je me suis dit, ça pouvait être intéressant de regarder les performances de la stratégie de trading que je t'ai partagée sur YouTube. En effet, il y a 8 mois déjà, ça commence à faire il y a longtemps, quand j'étais à Bali, j'ai fait une formation vidéo de 6 vidéos où le fil rouge c'était la création d'un algorithme de trading de A à Z. Et aujourd'hui, c'est l'instant de vérité. C'est maintenant qu'on va voir si je suis compétent en trading ou si je suis une fraude totale. On va regarder les performances et on va voir ce qu'il en est. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre en favori la playlist de la formation dont je parle si tu l'as pas encore regardée. Et si tu veux juste regarder les résultats, c'est parti, on y va. Donc voici le dashboard avec toutes les métriques qu'on va analyser dans cette vidéo, ainsi que quelques graphiques qui vont nous permettre de comparer la stratégie avec un benchmark qui sera le S&P 500. Mais avant de se plonger là-dedans, même si ça a l'air ma foi très intéressant, je tiens à préciser que tu peux vérifier ces données de ton côté. C'est la moindre des choses, que tu saches que je raconte pas n'importe quoi, tu peux vérifier de ton côté parce que, comme je t'ai dit dans la formation, j'ai partagé le code. Et d'ailleurs, si tu es un flemmard et que tu as la flemme de regarder la formation, tu peux télécharger l'algorithme gratuitement sur mon GitHub et backtester de ton côté sur la même plage de temps que moi, à savoir du 12 août 2024, date de la dernière publication de la vidéo de ma formation, jusqu'au 28 mars, vendredi dernier. Et comme ça, tu vas pouvoir vérifier de ton côté que tout fonctionne bien, que tout est en ordre. Et aussi, je précise, très important, que ce sont les paramètres par défaut. J'ai pas fait d'optimisation, j'ai pas fait d'overfitting, parce que ce serait trop facile de bidouiller les paramètres pour embellir les performances de la stratégie, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop facile. Là, c'est les paramètres par défaut que je t'ai partagés il y a 8 mois. Donc la plage de temps des 8 mois depuis août jusqu'à maintenant, c'est un peu un échantillon out of sample, c'est un échantillon que l'algorithme n'a jamais vu, il s'est jamais entraîné dessus. Donc comme ça, tu vois que c'est les vraies performances de l'algo et pas des performances biaisées, falsifiées par un overfitting. Là, c'est vraiment des vraies performances. Bref, alors ce qui intéresse le plus de monde, c'est combien on a gagné, évidemment. Donc on a gagné 8 963 $ et 38 centimes, soit un retour sur investissement de 8,96% par rapport au solde de départ de 100 000 $. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je te montrerai ce que ça donne avec du levier, donc avec un solde initial inférieur. Tu verras qu'évidemment, ça va multiplier le retour sur investissement, mais tout le reste, ça va pas changer. La stratégie sera exactement la même, notamment le ratio de Sharpe, on va en venir dans quelques minutes. Donc premièrement, le profit factor de la stratégie est à 1,31. 1,31, ça veut dire que c'est rentable. Voilà, bravo à nous, petite médaille rentable, l'algo fonctionne. Quand le profit factor est supérieur à 1, c'est qu'on gagne de l'argent. De toute façon, tu l'as bien vu avec le résultat net, mais là, le profit factor, pour ceux qui ne savent pas, c'est la somme de tous les gains bruts divisé par la somme de toutes les pertes brutes. Ça donne le profit factor. C'est un petit peu comme un RR, c'est un RR un petit peu plus rigoureux, parce que là, on prend toutes les positions clôturées, et pas simplement le stop loss et le take profit, mais en gros, c'est à peu près pareil, quoi. On gagne 1,31 fois plus que notre risque total. Sur 8 mois, on a pris 81 trades, donc à peu près 10 trades par mois, division très simple. On a gagné 55 trades, perdu 26, donc ça fait un win rate de 67,90%, et ce win rate, ça va nous aider pour calculer l'expected value, notre espérance de gain par trade. Cette expected value, c'est un petit peu le hedge, c'est l'avantage sur le marché. Tu vois, quand on parle de hedge, c'est ça, c'est combien on va gagner trade par trade. Notre profit marginal est de 0,10%. Si on prend un prochain trade, on va gagner en moyenne 0,10%. Que ce soit un gain, que ce soit une perte, peu importe, hein, ça peut être un gain de 2%, une perte de 1%, peu importe. C'est lissé sur tous les trades. Notre expected value, notre hedge est de 0,10% par trade. Donc comme j'ai dit, 8,96% de return sur investissement, on a 1,12% de rendement mensuel, on divise ça par 8 tout simplement, et par rapport au S&P 500, parce que toujours important de comparer par rapport à un benchmark, on a eu un alpha de 2,43%. Le S&P 500, en 8 mois, sur la même plage de temps, a seulement retourné 6,53%. Donc, non seulement la stratégie est rentable, mais en plus, on génère de l'alpha, et ça, c'est excellent. C'est pas un alpha énorme, tu te doutes bien que 0,30% d'alpha par mois, c'est pas ce qui va te rendre millionnaire, mais c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour une stratégie avec aussi peu de trade, qui n'est pas une stratégie d'arbitrage statistique, qui n'est pas une stratégie de market making, qui est simplement du trend following, carry trading, franchement, 2,43% d'alpha, c'est génial. Mais surtout, au-delà de l'alpha en pourcentage, parce que là, l'alpha, c'est pas l'alpha de Jensen, hein, on s'en fiche de la corrélation du bêta avec le sous-jacent, avec l'actif qu'on compare, parce que là, c'est simplement la soustraction de nos rendements et des rendements du S&P 500, parce que c'est pas une stratégie de gestion de portefeuille. Mais ce qui est encore plus intéressant que le retour en absolu, en pourcentage, c'est le ratio de Sharpe.
qui est de 2,29. Et 2,29, c'est un ratio de Sharpe qui est excellent. C'est un excellent ratio de Sharpe, c'est vraiment très très bien. Mais le Sharpe de notre stratégie, Dédale, d'ailleurs Dédale, pourquoi j'ai appelé ça Dédale? Parce que j'aime bien donner des noms de mythologie à mes algos, à mes projets, etc. Là tu vois, mon terminal c'est Apollon. Bref, le Sharpe de notre stratégie Dédale est un petit peu surévalué légèrement, parce que, étant donné que les stop-loss sont toujours les mêmes, on risque toujours 1% par trade, et ben en fait, il n'y a pas beaucoup de volatilité dans les rendements. Vu que déjà, c'est pas une stratégie qui a des rendements journaliers, c'est des rendements par trade, et en plus, toutes les pertes sont les mêmes, 1%, un stop-loss, ça fait que l'écart type n'est pas énorme, et comme le Sharpe ratio, pour ceux qui ne savent pas, c'est les rendements de la stratégie divisés par l'écart type des rendements, par la volatilité, si on a une volatilité faible, alors le Sharpe ratio est élevé, donc ça nous donne un Sharpe ratio de 2,29, mais qui est à prendre avec des pincettes. C'est pas comme un Sharpe ratio de 2,29 en stratégie de gestion de portefeuille, parce que là, ce serait démentiel. 2,29 en gestion de portefeuille, ce serait abusé. Là, franchement, c'est très très bien, c'est excellent, mais c'est un petit peu surévalué par rapport à une stratégie de trading classique. Bref, sinon le max drawdown est de 5,48%, donc c'est bien parce que le max drawdown est inférieur au retour total, au ROI, au retour sur investissement. Donc ça fait que notre ROMAD, notre Return Over Maximal Drawdown, la division du retour divisé par le max drawdown, est supérieur à 1. Donc ça c'est cool, ça c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre du levier. Parce que, comme je vais te montrer dans la vidéo, le Sharpe ne va pas beaucoup changer quand on va augmenter le levier, parce que vu que la fraction c'est rendement de la stratégie divisé par la volatilité, si on met un levier x2, ça multiplie par 2 les rendements et la volatilité. Donc la fraction reste la même, le Sharpe reste la même. Sinon, le skew de la stratégie, donc le biais de la stratégie, c'est le biais dans la distribution des rendements, il est légèrement négatif, mais proche de 0. Pourquoi il est légèrement négatif? C'est normal, c'est parce qu'on a un win rate qui est supérieur à 50%, donc ça tend légèrement à avoir un skew négatif, mais là, c'est pas important. C'est pour ça que j'ai pas mis de couleur, j'ai pas mis rouge ou bleu, j'ai mis en blanc parce que y a pas de bonne réponse. Ça dépend des stratégies. Ton skew peut être positif ou négatif. S'il n'est pas extrême, normalement, ça marche. C'est pareil pour le kurtosis. Le kurtosis, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement la forme de ta distribution. Est-ce qu'il y a des queues qui sont larges? Est-ce que la distribution est centrée au milieu? Qu'il y a beaucoup de densité de probabilité au milieu? Ou est-ce qu'il y a des événements extrêmes? Donc là, c'est pareil. Quand tu es entre -3 et +3, peu importe. Là, il n'y a pas de meilleure réponse entre -1,34 et 0,97 pour le Kurt du S&P 500. C'est à peu près pareil, on s'en fiche. Ce qui serait alarmant, c'est si on avait un kurtosis de 10 ou 20, hein, avec un truc qui dépasse -3 ou +3. Là, ce serait un kurtosis qui signale qu'il y a un tail risk, une risque de queue de probabilité qui est important. Sauf que là, ce n'est pas le cas, parce que, un petit peu la même explication que j'ai donnée pour le Sharpe, vu que on connaît notre perte moyenne qui est de 1 SL, 1%, ou la quantité de SL que tu mets, et ben en fait, on n'a pas de mauvaise surprise. On sait à peu près combien on va perdre, on sait à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas de risque de queue de distribution. Globalement, toutes les pertes vont tomber autour des 1% parce que c'est comme ça que la stratégie fonctionne. Mais le skew et le Kurt, c'est intéressant justement quand tu n'as pas de stratégie avec des stop-loss TP. Quand ta stratégie est entrée-sortie, tu sais que tu peux perdre à peu près un certain montant, mais tu n'en es pas certain, tu as besoin de calculer ton tail risk, combien tu risques dans les événements extrêmes. Tu peux utiliser ça aussi en conjonction avec des algos value at risk, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça, mais là dans cette stratégie, c'est un skew et un Kurt qui sont parfaitement acceptables, et voilà, il n'y a rien de dire à plus dessus. Ensuite, on a le swap et les commissions. Alors ça, très important, je vais mettre l'accent dessus. Le swap et les commissions, c'est des coûts, c'est des frais de transaction. Alors, là, tu te demandes pourquoi le swap est positif. Peut-être te dire, si c'est des frais de transaction, pourquoi je gagne de l'argent? Et là est toute la subtilité de ma stratégie qui me rend très fier, j'avoue, je suis content d'avoir trouvé ce moyen de gagner de l'argent. C'est que les swaps en CFD, tu peux les payer si tu es dans le mauvais sens ou les gagner si tu es dans le bon sens. Certains actifs te payent des swaps, des intérêts tous les soirs, quand tu es, par exemple, acheteur dollar-yen, shorter euro-dollar, dans certains sens, en raison des taux d'intérêt directeurs des banques centrales de ces pays-là. Si tu achètes dollar-yen, tu gagnes de l'argent tous les soirs. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2022. Cette stratégie, elle repose en partie sur le gain de swap tous les soirs. Tu vois qu'on a 1,53% de swap gagné sur les 8 mois. Donc, c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. C'est plus qu'un mois. C'est un petit peu comme si on avait une prime de 13e mois, tu vois, c'est gratuit. Juste à tenir les positions, on gagne 1,53% de swap. Bon, par contre, les commissions, on les paye, évidemment.
Les commissions, il n'y a pas moyen de les éviter, à moins de faire du market making et d'avoir des rebates ou des trucs VIP. Juste en CFD, à mon avis, tu vas avoir quelques problèmes. Donc c'est quand même beaucoup. 0,46% de commission, c'est beaucoup. Sur 9%, c'est quand même pas mal, tu vois. Alors là, en valeur absolue, quand on va mettre du levier, notre swap, il va pas changer, nos commissions vont pas changer, mais par contre, le pourcentage qu'ils vont représenter, là, il va changer. Mais bref, très important de prendre ça en compte. Je vois pas beaucoup de gens en parler sur YouTube, dans les vidéos backtesting, etc. Et je sais pas pourquoi ils en parlent pas. C'est vraiment le nerf de la guerre, battre les frais de trading. Il y a beaucoup de stratégies qui sont très bonnes, qui ont des bons signaux, mais qui ne battent pas les frais de trading. Et là, le fait qu'on ait des frais positifs, ça aide quand même à avoir une bonne stratégie. C'est un petit peu une forme d'impôt négatif, on pourrait dire, un peu à la Milton Friedman. C'est un impôt, mais c'est moi qui gagne. C'est des frais que je reçois. Bref. Ensuite, on va regarder l'equity curve. Ça, c'est notre courbe de rendement de nos stratégies des DAL. On a le premier trade qui a été pris le 6 septembre. Le test a commencé le 12 août, mais le premier trade a été pris le 6 septembre. C'est pour ça que tu vois la première data qui est ici. On a eu une première partie qui est bien montée. Tu vois qu'on a eu une belle courbe quasi toute droite, qui était vraiment très bien. Et là, à partir d'ici, et je pense que tu sais ce que ça représente, ici tu vois début novembre, on est malheureusement à un plateau. On est à un plateau, tu vois très bien que ça ne bouge pas, voire même ça descend. En réalité, depuis le 2 janvier, on était à 113 000 d'equity, 113 000 de solde sur le compte, et là on est à 8 900, la dernière data de l'equity. Donc on a perdu 5 000 $. Donc c'est à peu près l'équivalent du max drawdown, c'est normal, moins 5%, 5 000 $. Et tu vois que depuis le 5 novembre, jour important, on est à quasiment plat, quoi. Tu vois, 9400 et là, on finit à 8900. Donc, c'est une bonne stratégie qui fonctionne depuis 2022 aussi. Je vous l'avais présenté déjà depuis avant, qui a continué de fonctionner après, depuis que je vous l'ai présenté sur YouTube. Mais tu vois qu'il y a eu une forme de changement de régime. On le voit bien là. On voit bien qu'il y a eu un changement dans la forme de l'equity curve. Et là, je peux me permettre de vous le dire parce que j'ai fait des tests de mon côté aussi, parce que personnellement, je trade une variante de cette stratégie. Je ne trade pas exactement cette stratégie parce que moi, vu que j'ai d'autres stratégies, j'ai un portefeuille de stratégies, je dois faire des calculs en plus pour calculer l'exposition totale à certaines paires, etc. Donc, je ne peux pas me permettre de trader celle-là exactement, mais j'ai une variante qui lui ressemble fortement et j'ai observé la même chose. J'ai observé ce plateau dans les rendements sur les stratégies de carry trading, de trend following carry trading. Et vous le savez peut-être, c'est parce que le changement macroéconomique a été important récemment. Parce que je l'avais déjà expliqué, le fond de cette stratégie, c'est de reposer sur du trend following, sur du carry trading entre des actifs où il y a des forts taux d'intérêt contre des faibles taux d'intérêt. Mais dans un contexte macroéconomique où ce spread tend à diminuer, donc notamment avec le yen japonais, je t'en avais parlé, là en ce moment je suis acheteur sur le yen alors que j'étais vendeur pendant 2 ans avant parce que le yen est extrêmement sous-évalué. Donc ça fait que acheter dollar-yen, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une compréhension macroéconomique, géopolitique, économétrique pour ne pas se faire avoir et pour savoir trader ce genre de stratégie, savoir quand la mettre, savoir quand la retirer aussi, savoir quand la mettre à la retraite. Parce que là, c'est un cas d'école d'alpha decay. Pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est, l'alpha decay, la détérioration de l'alpha, c'est un phénomène où un alpha qui a fonctionné pendant longtemps ne fonctionne plus ou tend à diminuer alors même que la stratégie est toujours rentable. C'est ça la petite subtilité. Parce que, évidemment, si une stratégie n'est plus rentable, tu la traites plus, c'est une évidence. Mais quand une stratégie a toujours un edge, quand l'expected value est toujours positive, que ton profit factor est toujours positif, que tu as un Sharpe de 2,29, quand est-ce que tu sais que c'est le moment de ranger les crampons et de dire cette stratégie elle ne fonctionne plus autant qu'avant? Ça, c'est le phénomène d'alpha decay et c'est un petit peu difficile à comprendre. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Comprendre ce phénomène où tu as une stratégie qui monte et ensuite ça plateau, voire ça flatte, alors que la stratégie est toujours rentable. Parce que là, si on regarde bien, on voit que l'alpha, il est très fragile. Le signal d'alpha est très fragile. Tu vois, si tu compares les deux performances, donc le Sharpe ratio est nettement supérieur, bien sûr,
mais avec 1% de risque par trade, donc en étant très conservateur et en tolérant seulement 5% de max drawdown, tu vois que l'alpha est très fragile, hein. Il y a plusieurs fois, plusieurs périodes où en fait la stratégie qui est en bleu là, l'equity curve est en dessous du S&P 500. Donc à ce moment-là, en tant que trader, ça ne sert à rien de trader cette stratégie. On a juste à mettre de l'argent dans un ETF S&P 500 et on gagnerait plus d'argent. Mais tiens, pour te montrer que les rendements en valeur de pourcentage, ça ne veut pas tout dire, je vais mettre du levier et tu vas voir ce que je veux dire. Donc là, j'ai mis un levier x2, donc on est passé à 50 000 de solde initial et tu vois que le PNL est le même évidemment. On a 8 963 $ et 38 centimes de gain, mais par rapport à 50 000 $ et non plus 100 000 $. Donc on a multiplié par 2 notre levier, on a multiplié par 2 nos returns, on a multiplié par 2 nos max drawdown à quelques pourcentages près, parce qu'évidemment il y a de la friction par rapport au solde initial et par rapport au gain en PNL absolu, ça représente pas exactement pareil. Donc le drawdown peut être un petit peu inférieur, c'est pas exactement x2. Mais tu vois qu'on est quand même passé de 5,5 à 9,81, et là, pareil, on est passé de 8 et quelques à 17,93. Là, on passe à 2,24% de rendement mensuel, donc déjà, c'est plus intéressant. 2,24%, c'est une très bonne stratégie. Et on a 11,40% d'alpha, 1,42 d'alpha mensuel par rapport au S&P 500. Et le Sharp a légèrement augmenté, mais tu vois, pas du tout. Il n'a pas doublé, lui. Il n'est pas passé à 4. Il est passé de 2,20 à 2,58. C'est normal parce que le spread avec le rendement sans risque, j'ai pas précisé, mais le numérateur de la fraction, c'est les rendements de la stratégie, moins un taux sans risque, qui peuvent être par exemple les obligations gouvernementales américaines. Et ça, évidemment, on ne met pas du levier sur les obligations gouvernementales américaines, donc le spread est un petit peu différent. Donc le Sharp, la fraction totale, est un petit peu différente, mais globalement, c'est de pas grand-chose. Et tu vois aussi que le swap en pourcentage a doublé, et les commissions qu'on paye aussi a doublé en pourcentage. Et quelque chose qui est intéressant avec les swaps, c'est que imagine, tu n'as pas la plus-value des swaps. Donc tu gagnes pas ces 3% là. C'est neutre. Imagine, tu as un compte sans swap. Eh ben, on aurait 3% de moins de gain. Du coup, tu es d'accord. On passerait à 14,93. Et ensuite, imagine, tu les payais, ces swaps. Tu étais dans le mauvais sens. Tu payais les swaps au lieu de les recevoir. Si tu prends à l'inverse, eh ben, on payerait 3% du coup. Donc il y aurait un delta de 6%, une différence entre si on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, de 6%. On passerait comme par magie à 11,93% au lieu de 17,93%. Donc c'est catastrophique, on perd 6% de la performance sans rien faire, juste en payant des frais de transaction. C'est ça l'impact des frais de transaction, il faut vraiment le comprendre. Donc ça marche pareil pour l'alpha, hein, on aurait 6% d'alpha en moins, 5,40, et là tout d'un coup, la stratégie est moins intéressante. Parce que le max drawdown, lui, il change pas. Hein. Lui, le max drawdown, il change pas. D'ailleurs, il augmente. Si on a moins de return, c'est probable qu'il augmente, parce que du coup, on va avoir plus de pertes. Simplement, disons pour vulgariser, qu'on perd 1%, 2% de max drawdown, on passe à 11%, disons, et notre return avec les 6% en moins des swaps dans le mauvais sens, on est à 11,93. Donc tu vois, c'est quasiment pareil. On aurait quasiment autant de return sur investissement que de max drawdown, simplement en étant dans le mauvais sens des swaps. C'est pour te dire à quel point c'est important. Et sinon, au niveau des graphiques, évidemment, la courbe, l'equity curve est la même. Après la montée, il y a un flat, un plateau. Mais par contre, tu vois qu'en mettant du levier, là, on surperforme nettement le S&P 500 en valeur absolue. En argent sur le compte bancaire, enfin en levier plutôt, on surperforme nettement le S&P 500. Tu vois que, à part au tout début, mais parce qu'on n'a pas pris de trade, on est au-dessus à partir du 22 octobre jusqu'à la fin. Il y a toujours ce phénomène d'alpha decay, hein, malheureusement. Là, si on faisait un spread entre les deux, tu verrais que l'alpha diminue. Tu vois, par exemple, depuis ce pic-là, là, on a un gros spread entre les deux, on a un gros alpha. Les rendements de cette stratégie moins les rendements de cette stratégie sont importants. Mais là, si on refait le spread ici, tu vois qu'il a diminué, tu vois. Genre la distance visuellement entre les deux est moins importante. C'est ça ce phénomène d'alpha decay. Je ferai une vidéo dessus, tiens, t'as même pas besoin de me le dire en commentaire, je ferai une vidéo dessus parce que c'est super intéressant. Enfin si, dis-le moi quand même en commentaire pour le référencement YouTube. Mais voilà pour la stratégie, je pensais que c'était intéressant effectivement de prendre ses responsabilités et de montrer publiquement sur ma chaîne si mon algorithme fonctionne ou pas, sachant que c'est littéralement infalsifiable. Tu peux regarder la vidéo pour avoir l'algorithme, tu peux le télécharger sur mon GitHub, tu peux regarder les paramètres par défaut, tu peux faire le backtest de ton côté, tu peux prendre exactement les mêmes actifs, je te mets la liste ici que j'ai backtesté, tu verras que tu auras exactement les mêmes performances que moi. À quelques détails près, peut-être le swap, ça dépend de ton broker, mais les performances en soi, le Sharp, etc., ça va être globalement pareil. Donc voilà, je suis très content de t'avoir partagé les performances de ma stratégie. J'espère que ça t'a motivé, j'espère que ça te motive de voir ce qui est possible, ce qui est réalisable. Tu vois que 2,24% par mois avec un max drawdown de 10%, c'est des performances qui sont atteignables, qui sont réalisables si tu travailles bien, si tu crées des bons algorithmes. Donc bonne chance à toi, bon courage.
Si tu sais pas par où commencer, bah, ça tombe bien, il y a une formation vidéo gratuite sur YouTube qui t'attend, je t'invite à la regarder, et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Brieux, ciao.